Et l'enfant se rend à Fowey demain matin, dit M. Crouch. La voiture est commandée pour 9 heures. Georgiana Landbridge avait débarqué à Bristol avant l'aube. Elle était sur la route depuis. Elle se trouvait à Eagle Ridge depuis 1 heure. Elle se tenait dans le hall de pierre, son chapeau toujours sur la tête. Personne n'avait pensé à le lui demander. Elle regarda l'homme d'affaires. En 4 mois de voyage, elle s'était complètement trompée. À Falat, dit-elle, chez Madame Bracewell. Cette dame est la parente la plus proche du défunt Lord Alburn, du côté anglais. Elle a une maison près de l'Elo, et elle a fait une offre. Monsieur Crouch consulta son calepin comme si la réponse à tout s'y trouvait. C'est une offre très convenable. La maison est chaude. Il y a là-bas une femme qui a été la nourrice des propres fils de Madame Bracewell. Et moi, où suis-je censé aller? Où vous le souhaitez, Mademoiselle Lumbridge? Il le dit avec gentillesse. C'est le détail dont elle se souvint plus tard, qu'il l'avait dit avec gentillesse. Le domaine paiera bien sûr votre voyage. 2 guinées ont été mises de côté pour vous. La malle-poste de l'Elo passe à midi. Derrière elle, sur le banc en chêne près de l'âtre froid, l'enfant dormait. Elle était sous le manteau de voyage de Georgiana. Elle avait 6 ans et paraissait plus jeune. Elle avait dormi ainsi pendant 9 semaines, dans une felouque au large de Messine, dans un navire de transport dont la cale sentait le goudron et les oranges, dans 4 auberges, un phare et un fossé sec près de Lisbonne. Elle dormait, un poing serré dans la laine. Même endormie, elle ne lâchait pas la laine. Georgiana se tourna de nouveau vers l'homme d'affaires. « Non, dit-elle. » Monsieur Crouch cligna des yeux. « Je vous demande pardon. Elle n'a pas parlé depuis Palerme. Elle mange quand je mange, et seulement à ce moment-là. Elle dort quand je suis à portée de sa main. » Georgiana garda la voix basse pour l'enfant. Cette douceur la fit paraître plus calme qu'elle ne l'était. « Si vous la mettez dans une voiture demain à 9 heures, avec une nourrice qu'elle n'a jamais vue, elle ne pleurera pas. C'est là-dessus que vous comptez. Elle s'arrêtera, tout simplement. Mademoiselle Landbridge. Je l'ai portée pendant 9 semaines. J'ai promis à sa mère. Je la donnerai à la personne qui a des droits sur elle, et à personne d'autre. Et je verrai d'abord la chambre où elle doit dormir. » Un silence se fit dans le hall. La maison était très froide. Eagle Ridge avait été construite avec la pierre grise sur laquelle elle reposait. Et en février, elle ne restituait aucune chaleur. « Le droit sur elle, dit une voix depuis le couloir. Est-ce que 4 avocats sont actuellement payés pour découvrir? » Elle ne l'avait pas entendu entrer. Il était passé par la cour de la cuisine. Il était trempé jusqu'à la cuisse. De la boue de la rivière couvrait ses jambes jusqu'aux genoux. Il retirait son gant, doigt par doigt, comme si ce geste exigeait toute son attention. Il était grand, les cheveux noirs, plaqués par la pluie. Son visage ne laissait rien paraître à un étranger. Et il était évident qu'il ne laissait rien paraître aux étrangers depuis des années. Monsieur Crouch se redressa. « Votre grâce, je ne vous attendais pas. Le déversoir du moulin a cédé à 4 heures. La moitié de la prairie est sous l'eau. » Il regarda le banc, la forme sous le manteau. Quelque chose traversa son visage et disparut avant qu'on puisse le nommer. « C'est la fille de mon frère. » Ce n'était pas une question. Georgiana y répondit quand même. « C'est Colette. Elle a 6 ans et 2 mois. Sa mère était Mathilda Aubrio de Marseille. Elle a épousé Lord Alban Stanbury à Palerme, le 11 avril 1806. C'était dans la chapelle de l'Annonciation, devant 2 témoins. Elle le dit comme on récite une chose qui a dû être affirmée à voix haute dans 5 ports. La fièvre a emporté son père en septembre. Elle a emporté sa mère en octobre. Elle est à moi depuis le 22 octobre, et je ne l'ai pas quittée depuis. Wallace, duc d'Amberire, la regarda pour la première fois, des yeux d'un bleu profond, ni chaleureux, ni cruel. C'est ce qu'elle remarqua. Et elle avait appris au cours de la dernière année à le remarquer rapidement. Le froid et la cruauté ne sont pas du même pays. Vous êtes la compagne, dit-il. J'étais la liseuse de sa mère. Mon père était l'aumônier du consulat à Palerme jusqu'à sa mort. Je suis resté parce qu'il n'y avait pas d'argent pour rentrer. Et puis je suis resté parce qu'elle me l'a demandé. Qui vous l'a demandé? Mathilda. Le menton de Georgiana se releva d'1 centimètre. 2 jours avant la fin. Elle me l'a demandé en français, car il ne lui restait plus d'anglais à ce moment-là. Je lui ai dit oui. Et les papiers dans la boîte. L'extrait de registre, le passeport, 3 lettres. Elle fit une pause. Et une autre lettre qui n'est pas dans la boîte, et que je ne donnerai pas à M. Crouch. Sir Crouch fit un bruit mécontent. « Pourquoi pas ?» dit le duc. « Parce qu'elle vous est adressée, parce qu'elle est en français, et que je n'ai pas encore rencontré un seul Anglais durant ce voyage capable de la lire sans décider de ce qu'elle devrait dire.
Pendant un instant, personne ne bougea. La pluie continuait de frapper la fenêtre du hall dans l'obscurité. Puis, le duc laissa tomber son gant sur la table avec le reste de ses affaires mouillées. Et il dit, une torche, sans aucune emphase particulière. Annulez la voiture. Votre grâce. Madame Bracewell aura été prévenue. Alors on la préviendra de nouveau. Il se dirigeait déjà vers les escaliers. À mi-chemin, il s'arrêta, une main sur le poteau d'escalier. Il parla sans se retourner. Mademoiselle Lambridge, il y a une chambre à côté de l'ancienne nursery. Elle n'a pas été utilisée depuis que j'ai 9 ans. Madame Cobbold vous dira qu'elle est humide, et elle aura raison. Vous pouvez l'occuper jusqu'à ce que le tribunal en décide autrement. Merci, ne me remerciez pas. Une pause, la voix monocorde devenant encore plus plate. Je ne vous ai pas rendu service. J'ai fait de vous un témoin. Il monta. Elle entendit une porte se fermer quelque part à l'étage, sans violence. Elle apprendrait que c'était la seule façon dont les portes se fermaient dans cette maison. Colette s'était réveillée. Elle ne se redressa pas. Elle resta allongée sous le manteau, les yeux ouverts. Elle regardait le plafond d'un pays qu'elle n'avait jamais demandé à voir. Georgiana s'agenouilla à côté du banc. Le petit poing sortit de la laine, prit 2 de ses doigts et les serra. L'enfant ne dit absolument rien. La chambre à côté de la nursery était humide. Madame Cobbold le dit 2 fois, avec la satisfaction particulière d'une gouvernante dont les avertissements ont été ignorés. Puis elle alluma le feu elle-même. Elle resta pour s'assurer qu'il prenait bien, et apporta du pain et du lait sans qu'on le lui demande. Georgiana apprit à connaître la maisonnée en 3 jours, car c'était ce qu'elle faisait. Elle apprit que Madame Cobbold était à Eagle Ridge depuis 41 ans, que Tarrant, le majordome, avait un mauvais genou dont il ne parlait jamais, que le duc se levait à 5 heures et quittait la maison une demi-heure plus tard, qu'il rentrait au crépuscule avec la boue de la journée sur lui, qu'il n'y avait pas eu de duchesse, que durant les 3 dernières années, il n'y avait eu aucun visiteur, à l'exception des avocats. Le domaine n'était pas en ruine, mais il l'avait été. Amber était revenu à Wallace 3 ans plus tôt. Il l'avait hérité indirectement d'un cousin. Ce cousin avait passé 40 ans à prouver qu'une grande fortune peut être dilapidée petit à petit. Le bois avait été vendu, le moulin était hypothéqué, 2 fermes avaient été complètement abandonnées. Ce qui restait, le duc avait passé 3 ans à le sortir de l'eau à la main. Cela se voyait sur lui. Cela se voyait dans la boue, dans les comptes qu'il faisait lui-même à minuit, dans la façon dont il se tenait à une fenêtre, regardant ses propres champs comme s'il l'avait personnellement insulté. Rien de tout cela ne lui fut dit. Elle l'apprit comme elle avait appris l'italien, en se tenant immobile dans des pièces où les gens parlaient d'autre chose. Colette ne parlait pas. Elle mangeait si Georgiana mangeait d'abord. Elle se laissait habiller. Le 4e matin, elle suivit une femme de chambre jusqu'à la fenêtre. Elle resta 1 heure à regarder le parc détrempé. Quand Georgiana arriva, l'enfant montra les moutons sur la colline et leva les yeux. « Moutons » dit Georgiana. « Sheep ». Colette forma le mot anglais avec ses lèvres, sans qu'aucun son ne sorte. Puis elle retourna à la fenêtre. Elle connaissait beaucoup de langues, dit Georgiana à la gouvernante. Elle en connaissait 3. Elle les a toutes mises de côté quelque part. Elle les reprendra quand elle croira que le sol est stable. Madame Cobbold essuya le rebord de la fenêtre avec son tablier et dit « Pauvre petite ». Puis, après un moment, « Et le pauvre homme ». Le 6e jour, une chaise de poste remonta l'avenue à midi. Une petite vieille femme droite en sortit, vêtue de noir. Elle refusa toute aide et entra dans le hall. Elle exigea du thé, un feu et son neveu, dans cet ordre. « Vous êtes la jeune fille de Sicile » dit Lady Temperance Stanbury. « Je le suis, madame. »« Asseyez-vous. Vous êtes trop maigre et vous vous tenez comme un soldat. Je suis sa tante. J'étais à Bath depuis Noël à être inutile. Je suis rentré pour être utile, ce que personne n'apprécie. » Elle toisa Georgiana une bonne fois, sans prétendre faire autre chose. « Quel âge avez-vous » ? 22 ans. « C'est dommage. 22 ans est exactement l'âge qu'aucun tribunal ne vous pardonnera. » Elle s'assit près du feu. « Savez-vous ce qu'on fait à cet enfant à Londres pendant que vous lui apprenez le mot anglais pour mouton ? Je sais qu'il y a une pétition. Vous ne savez rien. Asseyez-vous. Je vais être désagréable, et ce sera plus facile pour nous deux si vous êtes assise. » Lady Temperance retira ses gants doigt par doigt. Georgiana pensa avec un petit sursaut que le geste était exactement celui de son neveu. Madame Aurelia Bracewell a demandé à la chancellerie d'être nommée tutrice de ma petite nièce. Elle a un avocat,
un mémoire de 30 pages, et de très nombreux amis qui dînent bien. Son argument est le suivant. Premièrement, que le mariage à Palerme n'est pas prouvé à la satisfaction des Anglais. L'enfant est donc soit Lady Colette Stanbury, soit elle n'est personne. Et jusqu'à ce que cela soit réglé, elle est pupille de la cour. Deuxièmement, que les biens laissés par la famille de sa mère à Marseille lui reviendront à sa majorité, qu'en attendant, quelqu'un doit en assurer la gestion, avec une pension prélevée pour son entretien. Et troisièmement, dit Georgiana doucement, vous êtes plus vive que vous n'en avez l'air. Troisièmement, que sa grâce d'Ambermere est un célibataire de 30 ans. Il vit seul dans un comté humide, sans aucune dame dans la maison, que la seule femme dans l'établissement est une jeune fille de 22 ans. Sans famille, sans fortune, sans réputation en Angleterre que quiconque puisse garantir. Lady Temperance tendit ses mains vers le feu. Elle ne le dit pas grossièrement. Elle ne le dirait jamais grossièrement. Elle écrit qu'elle s'inquiète de la délicatesse de l'arrangement. C'est ainsi qu'une femme avec un bon couturier vous tranche la gorge. Georgiana resta très immobile. Il y a un remède, dit-elle enfin. Il y en a un. Chaque avocat dans l'affaire l'a déjà nommé 2 fois par écrit, sur le ton d'homme qui croit avoir eu une idée brillante. La bouche de la vieille femme était mince. Une épouse, donner au maître une duchesse, une nursery et un foyer conjugal, et la délicatesse de l'arrangement s'évapore comme une flaque d'eau en juillet. Tout le mémoire de Madame Bracewell part au feu. Et y a-t-il une dame? Il n'y en a pas. Il n'y en a pas eu depuis 3 ans. Car la notion de société de mon neveu se résume à un plan de drainage et une bougie. Lady Temperance la regarda de côté. Il y a cependant une jeune femme vivant dans sa maison. Elle a transporté l'enfant à travers l'Europe. Elle peut lire chaque document de l'affaire dans l'original. Et l'enfant s'accroche à elle comme une teigne. Croc l'a remarqué. Croc n'est pas un homme subtil. Il l'a mis dans une lettre. Le feu crépita. Quelque part à l'étage, on fermait un volet. « Je suis la servante de l'enfant », dit Georgiana, « pas son prix. »« Bien, » dit Lady Temperance. « Dites-le sur ce ton, quand ce sera important. Et ne le lui dites jamais à lui. » Cette nuit-là, Colette se réveilla à 10 heures et ne voulut pas se rendormir. Il n'y avait pas de lait dans la cruche de la nursery. Georgiana descendit avec une bougie à la main, son châle sur sa chemise de nuit. C'est ainsi que cela s'est produit. La porte du bureau était entr'ouverte de la largeur d'une main sur le couloir. La lueur du feu filtrait par l'ouverture. Elle entendit d'abord la voix de Tarrant, basse et prudente. La voix d'un serviteur qui a déjà dit la même chose 3 fois. Seulement que les messieurs sont d'accord sur ce point, votre grâce. C'est l'opinion de M. Crouch et de M. Bramston. Et si je puis me permettre, c'est aussi celle de Lady Temperance. Et puis la voix du duc, très claire, près du feu. Je sais ce que c'est. Je l'ai lu dans 3 lettres cette semaine. Une chaise bougea. Qu'ils gardent leur opinion. Je préférerais être ruiné que de l'épouser. Georgiana s'arrêta dans le couloir. La bougie ne trembla pas, car elle ne le permit pas. Elle se tenait sur les dalles froides sous ses pieds nus. La porte était entr'ouverte devant elle, et elle attendit d'entendre ce qui allait suivre. Ce qui suivit fut la porte extérieure du bureau, côté jardin, qui s'ouvrit et se referma. Il était sorti dans la nuit de février, comme il le faisait. Et Tarrant allait traverser le couloir d'un moment à l'autre, portant le plateau. Elle remonta les escaliers, avec la cruche vide à la main. Colette était réveillée et attendait. Elle était assise au milieu du grand lit, dans une chambre fermée depuis 21 ans. Elle tendait les 2 bras. Georgiana se glissa à côté d'elle et la serra dans ses bras. Elle parla en français, car le français était tout ce qui restait à l'enfant. « Dors mon ange, je suis là. Je ne vais nulle part. » Elle resta éveillée longtemps. Ce n'était pas la phrase. Elle avait été la parente pauvre à la table des autres. Elle savait ce qu'elle valait sur le marché, et elle ne s'était jamais prise pour une bonne affaire. C'était la facilité avec laquelle il l'avait dit. Il l'avait dit à un majordome, sur le ton qu'un homme utilise pour une chose déjà décidée. À 10 heures du soir, dans une maison où on lui avait donné une chambre humide et dit qu'elle était un témoin. Je préférerais être ruiné que de l'épouser. Très bien, pensa-t-elle en regardant le plafond. Alors aucun de nous ne sera ruiné. Et je ne serai pas marié. Et cet enfant gardera son nom, même si je dois aller le chercher en Sicile moi-même. Ce fut la première de ses décisions. Et elle la prit, allongée dans le noir. Et le matin, elle se leva et fit une liste. La liste contenait 4 choses. Elle les écrivit de la petite écriture claire de son père, au dos d'une feuille usagée, car le papier coûtait de l'argent. 1. Les termes,
2. Le registre. 3. Les témoins. 4. La lettre. Elle commença par les termes, car c'était la seule chose qu'elle pouvait faire avant le petit déjeuner. Elle attendit dans le couloir devant le bureau du domaine jusqu'à 7 heures, et quand il passa, son chapeau à la main, elle s'avança et dit « Votre grâce, 5 minutes ». Il s'arrêta. Il avait une façon de s'arrêter complètement, sans bouger son poids, qui donnait aux autres l'impression d'être pressé. « Mademoiselle Landbridge, je vis dans votre maison et je mange votre pain, et il n'y a pas de nom pour ce que je suis. » Elle lui tendit la feuille. « C'est gênant pour vous devant un tribunal, et c'est intolérable pour moi partout ailleurs. J'ai écrit ce que je propose. Gouvernante et compagne de Lady Colette Stanbury. 30 livres par an, payés trimestriellement, le premier trimestre d'avance, 1 mois de préavis de part et d'autre. Mes propres heures après 7 heures du soir pour mon propre travail. » Il lut. Debout dans l'embrasure de la porte, la lumière derrière lui. « Votre propre travail, dit-il. » Je traduis le français, l'italien et le grec, si le monsieur est patient. Il y a un libraire à Londres qui a payé mon père pendant 20 ans. Il me paiera à un tarif inférieur pour les mêmes heures. J'ai l'intention d'être payé pour quelque chose. 30 livres, c'est peu. 30 livres, c'est ce que je vaux en Angleterre sans recommandation de personne. N'augmentez pas la somme. Si vous l'augmentez, l'avocat de Madame Bracewell appellera cela un arrangement financier. Quelque chose bougea au coin de sa bouche. Cela ne devint rien. Vous avez pensé à son avocat. Je n'ai pensé à presque rien d'autre depuis mardi. Il prit la feuille, la posa sur la table du bureau, trempa la plume et signa en bas sans s'asseoir. Puis il écrivit autre chose en dessous, tamponna et la lui rendit. Sous ces 4 clauses, il avait écrit d'une main ferme et droite « Accepté. W. Ambermere » et en dessous. La 7e clause de tout accord est que chaque partie peut dire ce qu'elle pense sans pénalité. Ce n'est pas habituel. Je trouve que cela fait gagner du temps. Elle regarda le papier un long moment. Il n'y a que 4 clauses. Votre grâce. Alors il y a de la place. Il sortit vers la prairie inondée. Et elle monta enseigner à une enfant silencieuse les mots anglais pour fenêtre, sol, feu, pain. Et aucun d'eux ne lui revint à voix haute. L'extrait de registre était une copie, et c'était là le problème. Elle l'avait posé sur la table de la nursery dès 10 heures. Il était maintenu au coin par un bougeoir, une brosse à cheveux et 2 galets que Colette avait rapportés d'une plage près de Trapani et dont elle ne voulait pas se séparer. C'était une copie conforme de l'acte, rédigée par le prêtre de l'Annonciation à Palerme. Elle était datée du 11 avril 1806. Elle nommait Allburn Stanbury, gentilhomme d'Angleterre, et Mathilde Aubrio, demoiselle de Marseille. Elle nommait le prêtre officiant. Elle nommait 2 témoins, Giacomo Rever, marchand de la Via Alloro, R. Wilkin, clerc de Sa Majesté le Consul. C'était clair, c'était régulier, et ça ne valait absolument rien, car il ne portait ni sceau notarial, ni certificat consulaire. Elle l'avait obtenu en suppliant un clerc pressé, dans une ville où 3000 personnes mouraient de la fièvre. Et elle avait pensé à l'époque qu'elle était méticuleuse. Elle avait été une enfant de 21 ans, avec un employeur mort et un vivant dans ses bras. Elle écrivit à M. Bramston à Londres cet après-midi-là. 4 pages. Elle y exposa exactement ce qui n'allait pas avec le papier et ce qui pourrait y remédier. Un extrait certifié sous le sceau de la paroisse et la signature du consul. À défaut, la déposition sous serment d'un témoin. À défaut, le prêtre lui-même, qui avait 71 ans en 1806 et serait très probablement mort. Puis elle s'assit, la plume à la main, et pensa à R. Wilkin Clerk, un Anglais qui s'était tenu dans une chapelle latérale à Palerme par une chaude matinée, et qui avait signé son nom au bonheur de quelqu'un d'autre. Il devait être quelque part. Les Anglais sont toujours quelque part. Nous allons faire une très courte pause. Si vous ne voulez pas manquer les nouvelles histoires, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Madame Aurelia Bracewell vint en visite le dernier mardi de février. Elle arriva dans une chaise de poste de location avec un laquais qui avait été loué avec. Elle apporta un pot de conserve de coin et une poupée. Elle avait peut-être 50 ans, avec un beau teint soigneusement entretenu. Elle était vêtue d'une sorte de demi-deuil qui cesse d'être un deuil pour devenir un costume. Elle était, pensa Georgiana, la femme la mieux élevée qu'elle ait jamais rencontrée. Ma chère mademoiselle Landbridge,
Vous devez être si fatigué. Pas du tout, madame. 9 semaines sur la route avec un enfant, et personne pour vous aider, et pas de linge convenable à trouver au sud de Lisbonne. Les yeux de madame Bracewell parcoururent le salon défraîchi, et en estimèrent la valeur. Et maintenant cette grande maison froide et un gentilhomme qui ne parle jamais. Ce n'est pas une vie pour une jeune femme, et vous me pardonnerez de le dire, car je l'ai dit à sa grâce lui-même. Vous êtes très bonne, je ne suis pas bonne, je suis pratique, ce qui est mieux. Elle tapota le canapé à côté d'elle. Georgiana s'assit, car il y a un genre de femme dont on apprend plus à courte distance. Maintenant, je sais exactement ce que tout le monde vous a dit sur moi, et cela ne me dérange pas beaucoup. Je vais vous exposer mon propre cas en 3 phrases, et ensuite nous prendrons le thé comme des chrétiennes. Je vous en prie. L'enfant est la fille du cousin de mon défunt mari. Il n'y a personne d'autre de ce côté-là, à part un célibataire de 30 ans qui n'a pas mis les pieds dans un salon depuis 3 ans, et une vieille dame à Bath. Madame Bracewell retira un gant. Elle aura de l'argent de la famille de sa mère quand les avocats auront fini de le dévorer. Celui qui l'aura aura la gestion de cet argent. Je ne le prétends pas autrement. Je préfère être honnête à propos de 180 livres par an que de faire des manières. Cela fait 2 phrases. La 3e est celle-ci. J'ai tenu une maison pendant 26 ans. J'ai enterré un mari et 2 fils. Et je sais ce dont une fillette de 6 ans a besoin. Et ce n'est pas un duc. Elle sourit. C'était un vrai sourire, et c'était en quelque sorte pire. Vous vous demandez pourquoi je vous raconte la partie laide. Je suppose que vous êtes sur le point de me faire une offre. Comme vous êtes intelligente. Oui, l'autre gant fut retiré. 40 livres par an à vie, payés trimestriellement par mon propre avocat. Et une place dans ma maison, comme gouvernante de Colette si elle le souhaite. Ce qu'elle fera, car elle vous aime bien. En échange, vous direz, quand on vous le demandera, une seule chose. Que le mariage à Palerme était évoqué et espéré, mais que vous ne l'avez jamais vu célébrer. Le feu se tassa dans l'âtre. Dehors, dans le couloir, Taran passa avec un seau à charbon, marchant sur sa mauvaise jambe. Je ne l'ai pas vu célébrer, dit Georgiana. J'avais 16 ans et j'étais en Angleterre quand il a été célébré. Voilà, vous voyez comme c'est facile? J'ai la copie du prêtre dans ma main et la parole de la mère dans mon oreille. Ils disent la même chose. Je le dirai dans n'importe quelle pièce d'Angleterre où vous voudrez bien me placer. Georgiana se leva. Si elle n'est pas Lady Colette Stanbury, elle n'est la fille de personne. Et sa mère n'était l'épouse de personne. Vous me demandez de troquer le nom d'une femme morte contre 40 livres par an. Madame Bracewell ne cilla pas. Pendant environ 3 secondes, elle parut extrêmement fatiguée. Vous avez 22 ans, dit-elle. À 22 ans, j'aurais dit exactement cela, sur ce ton exact. Et j'aurais été très fier de moi. Savez-vous ce qu'est un douaire, mademoiselle Landbridge? Le mien est de 112 livres par an, et il s'éteindra avec moi. La maison où je vis appartient à mon beau-frère. Il a 68 ans. Quand il mourra, je serai une invitée pour le reste de ma vie. Elle remit ses gants. Une femme sans enfant est une femme sans raison d'être gardée. Je n'ai pas fait cette règle. Je vis simplement sous son joug depuis 12 ans. Alors nous sommes toutes les deux sous son joug, dit Georgiana. Je ne vais pas vous la livrer pour que vous puissiez être en sécurité. Non, dit Madame Bracewell s'élevant, de nouveau tout à fait agréable. Non, je vois que vous ne le ferez pas. Quel dommage. Je vous aimais bien. La lettre de M. Bramston arriva le 4 mars. Elle était adressée au duc, mais Lady Temperance la lut à voix haute à la table du petit déjeuner. Car Lady Temperance lisait tout. Son paragraphe central disait ceci. Que le mémoire de Madame Bracewell recevrait une réponse à la session de Pâques, que le juge considérerait avant tout la convenance du foyer, et que de l'avis du Conseil, il était hautement indésirable que la jeune personne de Sicile réside à Eagle Ridge lorsque l'affaire serait entendue. Sa présence là-bas pourrait être présentée sous un jour qu'aucune explication ultérieure ne pourrait effacer. La jeune personne de Sicile, dit Lady Temperance. 12 guinées de l'heure, et voilà sa prose. Georgiana posa sa tasse. La pièce lui parut soudain très claire. La cafetière ternie. La tache d'humidité au plafond en forme de corse. L'enfant mangeant du pain et du beurre à 2 mains. Elle le savait depuis 1 semaine. Elle le savait depuis le couloir, la bougie et la phrase entendue à travers la porte. Elle ne l'avait simplement pas encore écrit sur la liste. « Il a raison », dit-elle. « C'est un avocat. Ce n'est pas la même chose qu'avoir raison. Il a raison cette fois. » Elle regarda le duc, qui n'avait pas dit un mot. Il regardait la lettre,
comme si elle avait été laissée dans son assiette par un animal. Votre grâce, je suis la chose la plus forte dans la vie de cet enfant. Et je suis la chose la plus faible dans votre dossier. Et ces deux choses sont vraies le même matin. Mon sort ne peut pas s'arranger en restant ici. Vous avez un accord. Il a dit 4 clauses, et une 5e de votre main, qui dit que je peux dire ce que je pense. Elle croisa les mains pour les empêcher de trembler. Alors je pense ceci. Je ne peux rien faire pour elle à Eagle Ridge, à part être aimé d'elle, ce dont elle se remettra. Je peux faire beaucoup pour elle à Londres. Là-bas, il y a des registres maritimes, un bureau consulaire et un libraire qui me paiera pour subvenir à mes besoins. Le papier dont nous avons besoin n'est pas dans cette maison. Il est à Palerme. Et l'homme qui peut le prouver est quelque part en Angleterre. Et aucun des deux ne sera trouvé si je reste assise sur cet escalier avec elle. Le duc se leva et alla à la fenêtre, le dos tourné à la pièce. « Elle ne comprendra pas, dit-il. Non, elle ne comprendra pas. Elle pensera que vous êtes parti comme les autres sont partis. »« Oui, dit Georgiana, et sa voix se brisa pour la première fois. Elle le pensera. Il fallut 4 jours pour tout organiser, et Georgiana utilisa chacun d'eux. Elle ne mentit pas à l'enfant. Elle avait décidé dans une cabine au large de la Sardaigne qu'elle ne le ferait jamais. Elle s'assit sur le sol de la nursery avec une carte d'Angleterre arrachée d'un vieil almanach. Elle posa son doigt sur le Shropshire, puis sur Londres. Et elle dit en français, « Je vais ici. C'est à 2 jours de diligence. Je vais chercher un papier qui dit qui tu es. Quand je l'aurai, je reviendrai par cette même route. Et personne dans cette maison ne m'arrêtera, car je l'ai par écrit. » Elle lui montra l'accord avec la signature du duc et la laissa le tenir. Puis elle prit un bout de bougie et marqua un calendrier sur le mur de la nursery au crayon tendre. Une case pour chaque jour. Et elle dit, « Madame Cobbold en barrera une chaque soir avec toi. Quand tu en auras barré autant. » Elle traça une ligne épaisse. « Tu pourras commencer à regarder par la fenêtre. » Colette ne dit rien. Elle n'avait rien dit depuis 132 jours. Mais elle prit le crayon et fit sa propre marque à côté de la ligne épaisse. Une petite croix soignée. Et Georgiana dut sortir dans le couloir un moment avant de pouvoir revenir. Elles partirent à 6 heures un lundi matin. Le duc n'était pas à la maison. Il était parti à Wotton à 4 heures pour une bergerie. Lady Temperance dit que c'était un mensonge. Tarrant ne dit rien, ce qui revenait au même. À la dernière minute, dans la cour froide, avec les chevaux qui piaffaient, Madame Cobbold sortit avec un petit paquet enveloppé dans un tissu. « Il a dit de vous le donner à la grille et pas avant, » dit-elle. « Et je ne sais vraiment pas pourquoi. C'était une paire de gants doublés et un mot plié une fois, non signé. La malle-poste de Lello est froide à l'avant. Asseyez-vous à l'intérieur. J'ai payé la différence. » La maison de Lady Temperance était à Wimpole Street. Étroite, immaculée et plus froide qu'Eagle Ridge, car le froid de Londres s'infiltre par les jointures des choses. On donna à Georgiana une chambre au 2e étage avec une table à écrire près de la fenêtre. Le premier matin, elle s'y assit à 6 heures, l'encre gelant sur le bord de l'encrier, et commença. Elle écrivit 9 lettres cette semaine-là, et en paya 8 elle-même. À la paroisse de l'Annonciation à Palerme, en italien, joignant une copie de l'extrait et demandant un duplicata certifié sous sceau, avec les frais honnêtement nommés et offerts d'avance. Au bureau du consul de Sa Majesté à Palerme, en anglais, demandant confirmation que le mariage avait été notifié et s'enquérant d'un clerc nommé R. Wilkin, qui avait signé comme témoin en 1806. À une maison de commerce de la Via Alloro, en italien, demandant si le seigneur Giacomo Revere était vivant. Au bureau de la marine, au bureau des transports, à un agent maritime de Wapping qui avait 2 vieilles lettres de son père entre les mains, toutes posant la même question sous des formes différentes. Où est l'anglais? Elle apprit qu'une lettre pour la Sicile mettait 2 mois par beau temps et ne revenait jamais par mauvais temps. La boutique de M. Quiller se trouvait dans une cour près de Paternoster Row, et c'est dans l'arrière-boutique que se passaient les vraies affaires. C'était un petit homme poussiéreux qui avait acheté des traductions à son père pendant 20 ans. Il lui donna des mémoires à traduire en anglais et un traité d'agriculture napolitain. « Votre père était plus rapide, » dit-il la 2e semaine. « Mon père avait 51 ans et faisait cela depuis ses 19 ans. Donnez-moi jusqu'en août. Je vous donne jusqu'à jeudi et 30 shillings. » Il le regarda par-dessus le comptoir. « Il y a un Dr. Halbrook à Édimbourg,
puisque vous le demandez. Il prépare un livre sur les chartes normandes de Sicile. Il veut de l'aide pour l'italien et le latin. Salarié pour un an certain, peut-être 2. Il m'a demandé un homme, et vous avez pensé à moi. J'ai pensé à votre père, puis j'ai pensé à vous. C'est ainsi que les choses se passent. Quiller enveloppa son paquet dans le journal de l'avant-veille. Le nom ira sur la page de titre. Attention. Traduit par, et puis le nom. Il y tient particulièrement. Georgiana retourna à Wimpole Street avec le paquet sous le bras. Se permit pas de penser à son nom sur une page de titre avant d'avoir passé le tournant de Cavendish Square. Puis elle se permit d'y penser sur la longueur d'une rue, ce qu'elle considérait comme prudent. Ces journées prirent une forme, et cette forme avait du fer en elle. De 6 à 9 heures, sa propre traduction. De 10 à 13 heures, le cabinet de M. Bramston, où elle copiait, interprétait, et où on lui disait 2 fois par semaine qu'elle ne devait en aucun cas s'approcher des bureaux du juge. De 14 à 17 heures, les bureaux maritimes, le bureau de la marine, les clercs consulaires. Tous les lieux patients et usants où un Anglais aurait pu laisser une marque sur une page. À 6 heures, elle écrivait à Eagle Ridge. Elle écrivait tous les jours, qu'il y ait ou non quelque chose dans la journée qui vaille la peine d'être écrit, car les lettres étaient barrées sur un mur. Madame Cobbold répondait 1 fois par semaine, d'une écriture qui ressemblait à une clôture dans le vent et avec une orthographe bien à elle. L'enfant va bien. Elle n'a pas voulu de son œuf lundi, mais l'a mangé mardi. Elle en a barré 14. Sa grâce est au déversoir de l'aube au crépuscule. Il est venu 3 fois à la porte de la nursery et n'est pas entré. Georgiana lut cette phrase de très nombreuses fois. La lettre qui la fit changer d'avis arriva le 9e avril. Elle tenait en 3 lignes. La petite n'a pas mangé depuis samedi. Elle reste assise à la fenêtre. Je n'aime pas écrire cela, mais j'ai peur, mademoiselle. Et M. Tarrant dit, écrivez. Elle la tenait encore quand on frappa à la porte à 9 heures ce soir-là. Il était venu à cheval. C'était la première chose qu'elle comprit, avant tout le reste. Il avait chevauché depuis le Shropshire, en 2 jours, par un temps d'avril. Il se tenait dans le hall étroit de Lady Temperance. L'eau de son manteau coulait sur le carrelage. Il tenait son chapeau comme un homme livrant un colis qu'on l'avait payé pour apporter. Votre grâce. Elle a cessé de manger, dit-il. Je sais. J'ai la lettre dans la main. J'allais venir par la diligence du matin. Quelque chose sur son visage se détendit d'environ 1/4 de pouce. Il regarda le sol mouillé, puis le mur. Je ne suis pas venu pour vous commander, dit-il. Vous avez un accord, et il stipule 1 mois de préavis. Si vous me dites que vous restez à Londres, je repartirai ce soir, et je n'en dirai plus jamais rien. Asseyez-vous avant de tomber. Il s'assit sur la chaise du hall de Lady Temperance, qui n'avait jamais servi de sa vie. Georgiana descendit elle-même à la cuisine et revint avec du pain, du mouton froid et un verre de la bière que la cuisinière gardait pour ses propres rhumatismes. Il mange comme les soldats mangent, sans plaisir et sans s'arrêter. Posez-moi votre question, dit-il enfin. Vous l'avez sur le bout de la langue depuis que je suis entré. Très bien. Elle s'assit en face de lui sur les escaliers, ce qui n'était pas convenable, et aucun d'eux ne le mentionna. La voulez-vous, ou refusez-vous seulement de la perdre? L'horloge du hall continua de sonner pendant un certain temps. Quand ils m'ont apporté l'avis du consul, dit-il, je l'ai lu dans le bureau du domaine à 4 heures de l'après-midi. Puis je suis sorti et j'ai regardé un drain pendant 1 heure et demie. C'est ce que j'ai fait. Il n'y avait rien en moi. Je me suis demandé depuis s'il y avait quoi que ce soit en moi. Il tourna le verre sur son genou. Puis une jeune fille est entrée dans mon hall avec un enfant endormi sur un banc. Et l'enfant avait le menton de mon frère. Pas ses yeux, son menton. Et la façon dont il se tenait quand il s'obstinait sur quelque chose. Il s'arrêta. Je ne suis pas apte à m'occuper d'elle. Je le sais mieux que Madame Bracewell ne le sait. Mais je la veux dans cette maison quand elle aura 30 ans. Et je veux qu'elle porte le nom de son père. Je veux être l'homme qui n'a pas laissé ce nom lui être enlevé. Si ce n'est pas la vouloir, c'est la seule façon de vouloir que je connaisse. Georgiana regarda ses propres mains. Cela suffira, dit-elle. Ils voyagèrent ensemble dans la malle-poste 2 jours plus tard. Si le monde voulait faire quelque chose d'un duc, d'une tante, d'une servante et de 400 livres de papier de la chancellerie dans une diligence publique, dit Lady Temperance, le monde était libre de le faire. Il plut tout le long du trajet. Quelque part après Worcester, le duc s'endormit assis. Sa tante mit un châle sur lui avec la tendresse d'une femme qui ferre un chat, et elle dit doucement,
Il a chevauché jusqu'à Londres, et en est revenu pour vous. Ne me dites pas que vous ne l'avez pas remarqué. Il a chevauché pour l'enfant, madame. Il a chevauché pour l'enfant. Lady Temperance acquiesça, et en février, il a pris une paire de gants doublés sur sa propre coiffeuse, et il a dit à la gouvernante de vous les remettre à la grille, ce qui est une chose que les hommes font constamment pour les enfants. Colette était à la fenêtre de la salle d'études. Elle y était depuis les premières lueurs, dit Madame Cobled. Elle descendit les escaliers si vite qu'elle tomba sur les 3 dernières marches, et elle ne pleura pas pour ça non plus. Elle se jeta dans les bras de Georgiana, assez fort pour leur couper le souffle à toutes les deux. Cette nuit-là, dans le noir, la bougie éteinte, et la pluie recommençant à tomber sur la vitre de la nursery, une petite voix dit en français, très soigneusement, « Tu es revenu par la route, tu as dit. 134 jours. » Georgiana resta parfaitement immobile et répondit dans la même langue. « Car on n'effarouche pas un oiseau qui vient de se poser sur votre main. Je suis revenu par la route, j'ai dit. Demain, je te montrerai quelle case c'est sur le mur. » Avril se transforma en mai, et Eagle Ridge commença à plaider en sa faveur. Le déversoir fut reconstruit en 10 jours avec 40 hommes de 3 paroisses. L'eau se retira de la prairie, et ce qui en sortit fut de l'herbe. Les agneaux arrivèrent. L'avenue de Tilleul sortit ses petites feuilles jaune-vert en une semaine. Colette parla français à Georgiana et à personne d'autre pendant 12 jours. Le 13e jour, elle dit pain à Madame Cobled, et en reçut tellement qu'il fallut la secourir. Les leçons commencèrent la semaine suivante dans la bibliothèque, de 10 heures à midi, car la bibliothèque avait une bonne lumière et une grande table. Et dans cette maison, elle n'avait aucune autre utilité. Elles lurent Perrault, un livre d'oiseaux et une grammaire française de 1789. L'ennui d'un précédent propriétaire était griffonné dans les marges. Colette apprit ses noms anglais par 3, et ses verbes lentement, et elle les détestait. Le 4e jour, le duc entra pour chercher un livre et ne ressortit pas. Il resta un moment au bout de la table, puis il s'assit au bout de la table. Il était là le lendemain matin et le matin d'après, et à la fin de la 2e semaine, sa chaise avait un coussin que personne n'admit avoir mis là. Il était, il s'avéra, exceptionnellement mauvais en français. Encore, dit Colette, avec la terrible patience d'une enseignante de 6 ans. Je l'ai dit 4 fois. Vous le dites du nez, ce n'est pas dans le nez. Elle chercha le soutien de Georgiana et ne l'obtint pas. Encore. Encore, dit le duc d'Ambérieu. Du nez, pour la 5e fois. Quelque chose se passa au coin de sa bouche. Pas un sourire. Georgiana avait commencé à tenir un catalogue privé de ce qui se passait au coin de sa bouche, et celui-ci appartenait à une classe à part, le presque. Ils prirent une habitude qu'aucun d'eux ne nomma, après que l'enfant fut endormi. Le duc travaillait dans le bureau du domaine, et Georgiana travaillait dans la bibliothèque. À un moment donné entre 9 et 10 heures, l'un d'eux passait par la porte communicante, avec une lampe et une question. Ces questions portaient sur le sens de phrases italiennes, dans la lettre d'un banquier génois. Les siennes portaient sur des mots anglais qu'elle avait appris dans les livres, et n'avait jamais entendu prononcer. Ponceau, Clay, Château, Allégresse. Puis les questions cessèrent de porter sur les mots. « Pourquoi votre père est-il allé en Sicile » demanda-t-il un soir, debout dans l'embrasure de la porte, la lampe basse. « Parce qu'il ne pouvait pas gagner sa vie en Angleterre pour 20 livres, et parce qu'un consul voulait un aumônier qui sache lire le grec. » Elle posa sa plume. Il était très heureux là-bas. Il était un mauvais gestionnaire d'argent, et un homme avec qui il était bon de s'asseoir. Il m'a lu l'Odyssée dans l'original quand j'avais 9 ans, et il n'a jamais expliqué un seul mot, par principe. Quel principe? Qu'il faut vous faire désirer une chose avant de vous la donner. Le duc resta silencieux un moment. C'est soit très sage, soit l'excuse d'un homme qui n'aimait pas être interrompu. C'était les deux, dit Georgiana. La plupart des choses le sont. La longue table de la salle à manger pouvait accueillir 24 personnes. Pendant 3 ans, 2 personnes s'étaient assises à chaque extrémité, quand il y avait 2 personnes. La 2e semaine de mai, Georgiana demanda, pour le français de l'enfant, s'ils pouvaient tous s'asseoir à un bout. Le duc regarda la longueur de l'acajou. « Tarrant, dit-il, enlevez 4 rallonges. Votre grâce. » 6. Ils en enlevèrent 6. La table fut réduite à une taille à laquelle une famille pourrait s'asseoir. Et Tarrant, en emportant les rallonges avec son mauvais genou, parut si presque joyeux
que Madame Coblet dut parler sèchement à une femme de chambre pour un rien. Le côté est de la maison avait 8 pièces fermées. Le 20 mai, le duc en ouvrit une. « Vous devriez voir ça, dit-il, puisque vous gardez les papiers. » C'était une chambre à coucher avec les volets fermés. Les meubles étaient sous des housses de toile. Et il y avait l'odeur particulière d'une pièce qui a été honnête avec elle-même pendant longtemps. Poussière, vieille laine, suie froide. Il ouvrit un volet. La lumière entra en une seule barre dure, à travers le sol. « Mon frère, dit-il, rien n'a été déplacé. Je n'ai pas donné l'ordre. Personne n'a donné l'ordre. La maison a simplement fermé la porte en 1804 et l'a gardée fermée. Sur la coiffeuse, il y avait une boîte en fer blanc avec la peinture écaillée au coin. Il la posa sur le lit et l'ouvrit. À l'intérieur se trouvaient des lettres attachées en liasse avec du ruban rouge du bureau du domaine. Ce n'est pas ainsi qu'un homme conserve les lettres qu'il aime. Elles avaient toutes été ouvertes. « Quatre, dit-il, de Lisbonne, de Malte, de Palerme, de Palerme. La première dit qu'il est désolé pour ce qu'il m'a dit aux funérailles de notre père. La deuxième dit qu'il a rencontré une Française. La troisième dit qu'il l'a épousée, qu'elle s'appelle Mathilda, qu'elle est douce et pauvre, et que notre famille la rendra malheureuse s'il la ramène à la maison avant de pouvoir la protéger. Il les posa. La quatrième dit qu'il y a un enfant, qu'elle s'appelle Colette, et qu'il me serait obligé si je répondais au moins à une de ses lettres. Georgiana ne lui répondit pas. J'avais 24 ans, et j'avais 1200 livres et beaucoup d'orgueil. Et c'était lui qu'on croyait toujours, dans toutes les querelles que nous avons jamais eues. La voix de Wallace ne changea pas du tout. C'est ainsi qu'elle sut. J'avais l'intention de répondre à la quatrième. Je me souviens avoir pensé que je le ferais quand je pourrais écrire quelque chose qui ne sonnerait pas comme une demande de pardon. Puis mon cousin est mort, et j'ai eu cet endroit sur les bras. Puis la vie du consul est arrivée. Combien de temps entre la quatrième lettre et la vie? 2 ans et 1 mois. Il ferma la boîte. Alors, vous voyez, Madame Bracewell a raison à mon sujet. Et elle se trompe seulement sur la raison. Je ne suis pas une personne inapte parce que je suis célibataire. Je suis une personne inapte parce qu'un homme m'a écrit 4 fois et je ne lui ai pas répondu. Et maintenant, je propose qu'on me confie ce qu'il a laissé. La barre de lumière s'étendait entre eux sur le sol. Georgiana pensa à l'enfant endormi à l'étage et à une femme dans une pièce chaude à Palerme, les cheveux collés au front, dictant en français parce qu'il ne lui restait plus d'anglais. « Il y a quelque chose que j'ai gardé jusqu'à ce que vous puissiez le supporter, dit-elle. Je pense que vous pouvez le supporter ce soir. » Elle alla chercher la lettre. Elle avait voyagé cousue dans la doublure de son manteau. Elle était usée le long des plis. Et elle était adressée à l'extérieur d'une grande écriture faible. « À mon frère que je n'ai jamais vu. Asseyez-vous, votre grâce, dit Georgiana. Vous ne la suivrez pas en français, et je ne la traduirai pas mal en anglais en lisant à l'avance. Je la lirai lentement. » Il s'assit sur le bord du lit de son frère. Elle se tint près du volet pour la lumière, et elle lut. Elle disait que Mathilda Stanbury était mourante, et le savait, qu'elle n'avait pas peur, et qu'elle écrivait tant qu'elle pouvait encore être comprise. Elle disait que son mari avait souvent parlé de son frère, et toujours de la même manière. Kay Wallace était celui qui ne mentirait pas, même quand mentir aurait été plus gentil pour tout le monde. Elle disait que Allburn ne lui avait jamais reproché le silence, et qu'il avait dit, 3 jours avant de mourir, qu'il avait été l'aîné et aurait dû écrire une 5e fois. Elle disait qu'il y avait de l'argent à Marseille, et que l'argent est un piètre argument pour garder un enfant. Puis elle disait la dernière chose, et Georgiana la lut d'abord en français, car elle avait promis à la femme qui la lui avait dictée de la lire d'abord en français. Elle baissa la page. « Ne la donnez pas à quelqu'un qui la gardera par devoir, dit-elle. Donnez-la à quelqu'un qui la regarde. » La pièce était très silencieuse. Quelque part en bas, une porte se ferma sans violence. « Lisez-la encore, dit le duc. » Elle la relut. Quand elle eut fini, il s'assit, les mains pendantes entre ses genoux. Il ne se couvrit pas le visage, et il ne parla pas pendant un temps qu'elle ne mesura pas. Elle resta où elle était, près du volet. Elle avait appris en Sicile qu'il y a une sorte de chagrin qu'il ne faut pas toucher, et qu'il ne faut pas laisser seul, et que la seule chose correcte à faire est de rester dans la pièce. Enfin, il dit « Merci ». Elle l'a dicté en 3 fois. « Vous avez porté ça dans vos vêtements depuis octobre. »« Oui. Pourquoi ne l'avez-vous pas donné à Crauk en février ?» Il l'aurait présenté au juge. « Elle vaut plus que l'extrait. Parce que ce n'est pas une preuve.
dit Georgiana. Elle ne prouve rien en droit. C'est l'opinion d'une femme mourante sur un homme qu'elle n'a jamais rencontré. Et parce que je ne vous connaissais pas en février. Elle la replia le long de ses anciens plis. Je n'allais pas la laisser être lue par un avocat à une salle pleine d'hommes qui décideraient de ce qu'elle devrait dire. Il leva alors les yeux vers elle. Le regard dura un peu trop longtemps, et tous deux le remarquèrent. « Mademoiselle Landbridge, dit-il, vous êtes la personne la plus incommode que j'ai jamais eue dans cette maison. Merci, votre grâce. » Le problème arriva 4 jours plus tard, dans une lettre de Bristol. Elle avait trouvé son anglais. Cela avait pris 10 semaines, 2 registres maritimes, un clerc au bureau des transports avec un faible pour le grec, et 20 lettres. Robert Wilkin, anciennement clerc rédacteur auprès du consul de Sa Majesté à Palerme, réformé en 1809, vivait à Bristol. Il tenait les livres d'un importateur de vin à Queen Square. Il répondit rapidement. Il se souvenait du mariage. Il se souvenait de l'anglais au mauvais italien et de la mariée française. Il se souvenait que le prêtre était sourd et que toute la cérémonie avait duré 11 minutes. Il en jurerait devant n'importe quel juge en Angleterre. Et puis le dernier paragraphe. « Je dois vous dire, madame, qu'un monsieur est venu de Londres en mars, au nom d'une autre partie dans cette affaire. Il est resté avec moi 2 heures et a été très civil. Il m'a suggéré que la mémoire d'un homme d'une cérémonie étrangère vieille de 6 ans est une chose fragile sur laquelle fonder une famille. Il a dit que personne ne me reprocherait d'admettre honnêtement que je ne pouvais plus en être certain. Il a laissé sa carte et une mention de frais. Je ne l'ai pas prise. Mais j'ai 58 ans, madame, et ma place ici vaut 90 livres par an. Et je serais heureux de savoir que quelqu'un d'autre que moi sait qu'il est venu. » Georgiana posa la lettre sur la table entre eux dans le bureau du domaine. Elle laissa le duc la lire 2 fois. « Ce n'est pas la loi, dit-il enfin. C'est un homme qu'on effraie. C'est les deux. C'est généralement les deux. Elle s'assit. Il n'a pas menti. Il m'a dit qu'on lui a demandé de le faire. S'il tiendra bon quand une salle de messieurs le regardera est une autre question. Et l'avocat de Madame Bracewell compte sur la réponse. » Wallace se leva et alla à la fenêtre, comme il en avait l'habitude. Dehors, la lumière quittait la colline. La nouvelle herbe dans la prairie avait la couleur d'une pièce de monnaie. Bramston écrit que l'affaire est fixée au 26 juin. Il dit qu'il écrit aussi autre chose. Dans le dernier paragraphe, où il met les choses qu'il pense que je n'aimerais pas. Je peux le deviner. Alors je le dirai, puisque c'est mon tour de dire une chose clairement. Il se retourna. Il conseille à nouveau que la voie la plus sûre devant le juge est un foyer conjugal. Et je vais vous le demander, mademoiselle Landbridge, parce que vous découvririez que je ne vous l'ai pas demandé, et je préfère être refusé que d'être manœuvré. Georgiana sentit la pièce devenir très silencieuse et très lointaine. « Demandez alors, dit-elle. Épousez-moi. » Cela répond à l'ensemble de son mémoire en une seule ligne. L'enfant garde son nom. Vous la gardez. Je vous garde toutes les deux, à portée d'un toit qui ne fuit pas, à plus de 4 endroits. Il parlait vite pour lui, ce qui signifiait 3 phrases sans pause. Vous auriez la gestion de la maison, votre propre argent, et aucune interférence avec votre travail. C'est un remède. Je suis consciente de ce que c'est. Voilà, pensa-t-elle. Un remède. Non, dit Georgiana. Il ne bougea pas. Je vous suis reconnaissante, dit-elle, et sa voix sortit plus stable qu'elle n'aurait pu l'espérer. Je sais ce qu'il vous en coûte de le proposer, et je sais que c'est fait honorablement, et je sais que 9 femmes sur 10 dans ma position l'accepteraient avant que vous n'ayez fini la phrase. C'est exactement pourquoi je ne le ferai pas. Elle se leva, car elle ne pouvait pas dire le reste assise. En février, je suis entrée dans cette maison comme une personne sans nom. Vous m'en avez donné un sur une feuille de papier, et je l'ai mérité en 4 mois. Si je vous épouse en juin, alors tout ce que je ferai pour cet enfant par la suite aura été fait par une duchesse créée pour l'occasion. Tout le monde en Angleterre saura comment elle en est devenue une. Y compris elle, quand elle sera assez grande pour compter. C'est son avantage, pas le vôtre. Ce n'est pas son avantage de grandir en sachant que la femme qui l'a élevée a été mariée à la hâte pour répondre à un mémoire. Ses mains étaient parfaitement stables. Elle en fut fière par la suite. Et je ne serai pas un document, votre grâce. J'ai passé 5 mois à prouver qu'un morceau de papier peut décider de ce qu'est une personne. Je ne deviendrai pas un papier pour la sauver. Le silence dura 4 secondes. Elle les compta. 1, 2, 3, 4. Très bien, dit le duc d'Ambérir. C'est tout.
Il ramassa la lettre de Bristol, la mit avec les autres. Il dit qu'il écrirait à Bramston le matin et qu'il monterait à Londres le 15. Puis il lui souhaita une bonne nuit, sortit et ferma la porte sans violence. Georgiana resta assise seule dans le bureau du domaine pendant un long moment. Elle avait dit non à un duc. Elle l'avait dit pour de bonnes raisons, chacune desquelles elle croyait encore à minuit en se brossant les cheveux. Et sous les bonnes raisons, immuable, se trouvait la phrase qu'elle avait entendue à travers une porte à 10 heures du soir en février. Phrase qu'elle n'avait jamais répétée à âme qui vive. « Je préférerais être ruinée que de l'épouser. » Eh bien, pensa-t-elle, maintenant aucun de nous n'a besoin de l'être. Londres, la 3e semaine de juin, était chaude et en avait l'odeur. Ils prirent une maison à Half Moon Street, car celle de Lady Temperance était louée jusqu'en septembre. L'enfant eut une chambre à l'arrière qui donnait sur un platane. Elle nomma l'arbre en 3 langues avant le dîner. Monsieur Bramston arriva à 10 heures le lendemain matin, avec son clair, ses boîtes et ses mauvaises nouvelles arrangées par ordre de taille. L'extrait certifié de Palerme n'était pas arrivé. Il pourrait arriver en juillet. Il aurait pu couler avec le paquebot perdu au large d'Ouessant en avril. Il pourrait être dans un bureau consulaire derrière une porte verrouillée, parce que l'homme avec la clé était mort de la fièvre. L'opinion de M. Bramston, livrée avec la tristesse d'un homme qui est payé quoi qu'il arrive, était qu'il devait se présenter devant le juge le 26 avec ce qu'ils avaient. Ce qu'ils avaient, c'était une copie sans sceau, la lettre dictée d'une Française et le comptable d'un importateur de vin à Bristol. « Monsieur Wilkin arrive lundi, » dit Georgiana. « Je lui ai écrit 3 fois. Il logera chez son employeur dans la cité et il se présentera devant le juge mercredi. Il sera interrogé par le conseil de Madame Bracewell, » dit Bramston. « Vous comprenez ce qu'on lui fera? On lui demandera s'il est tout à fait certain, après 6 ans, dans un pays étranger, dans une langue qu'il ne parlait pas, lors d'une cérémonie qui a duré 11 minutes. Georgiana n'avait pensé à presque rien d'autre sur la route, depuis le Shropshire. Et on lui rappellera gentiment que personne ne blâme un honnête homme d'admettre que sa mémoire n'est plus ce qu'elle était. « Exactement. Alors il faut lui rendre la mémoire avant mercredi, » dit-elle. « Par quelqu'un qui était là. Vous n'étiez pas là, mademoiselle Londbridge. Non, mais j'ai l'acte de registre, les noms des rues, le fait que le prêtre était sourd et le nom du marchand qui a signé au-dessus de lui. » Elle écrivait tout en parlant. Un homme ne doute pas de ce dont il se souvient quand on reconstitue la pièce autour du souvenir. Il y avait une deuxième affaire ce matin-là. Elle arriva dans une enveloppe d'apparence anodine d'Édimbourg. Le docteur Halbrook écrivait de manière formelle et élégante. Il avait vu son échantillon des chartes de Palerme. Il avait besoin d'un traducteur pour 2 ans certains, à 120 livres par an, avec logement fourni dans une maison respectable de la nouvelle ville. La page de titre porterait son nom sous la forme qu'elle choisirait. Il la priait de ne pas faire de manière à ce sujet, n'ayant aucune patience pour l'anonymat dans la recherche. Georgiana la lut 4 fois, la plia et la mit dans la poche de sa robe, où elle resta pendant 8 jours. La rumeur était déjà à Londres quand ils arrivèrent. Elle les avait précédés comme la fumée d'une cheminée. On ne le disait jamais ouvertement, et c'était là tout l'art. Ce qu'on disait, c'est que le duc d'Ambermere avait ramené un enfant de Sicile, et qu'il avait ramené une jeune femme avec elle, et que la jeune femme vivait à Eagle Ridge depuis février. L'enfant, ajoutaient les gens, allait être faite d'âme par une ordonnance du tribunal, ce qui était une manière très commode d'arranger les choses. Et comme tout cela était touchant, Lady Temperance rentra le 3e jour avec 2 invitations retirées et une carte retournée. Elle s'assit dans le hall sans enlever son chapeau. « Eh bien, dit-elle, maintenant nous savons à quoi nous en tenir. Est-ce Madame Bracewell ?» Elle n'a pas dit un mot. Elle ne salirait pas sa bouche. Les yeux de la vieille femme étaient très brillants et très froids. On lui a posé la question 20 fois dans 20 salons. Chaque fois, elle a baissé les yeux sur ses mains et a dit qu'elle préférait ne pas en parler, et que l'enfant ne devait être blâmé pour rien. C'est comme ça que ça se fait, ma chère. On ne dit pas un mensonge à Londres. On refuse magnifiquement d'en démentir un. Alors nous devrions rester dans cette maison jusqu'au 26. Nous ne devrions rien faire de tel. Lady Temperance enleva enfin son chapeau. Nous allons chez Lady Trencham le soir de la Saint-Jean, tous les 3, et nous allons nous tenir au milieu de la pièce. Trencham House, le 24 juin, comptait 600 bougies et environ la moitié de ce nombre d'invités. La chaleur montait de l'escalier comme la porte ouverte d'un four.
Georgiana portait de la soie grise, car elle n'avait qu'une seule robe convenable, et elle était grise. Une femme dont on parle, avait dit Lady Temperance, ne devrait jamais, sous aucun prétexte, porter une couleur qui puisse être décrite par la suite. Elle entra derrière la vieille femme, les mains gantées et détendues le long de son corps. Elle avait traversé le détroit de Messine dans un bateau de pêche avec un enfant malade et 40 livres de papier. Elle pouvait traverser une salle de bal. La salle fit ce que les salles font. Elle ne s'arrêta pas. Elle plongea. Il y eut une petite baisse de son en haut des escaliers, puis une remontée, plus chaude qu'avant. C'est le son d'un grand nombre de personnes décidant de regarder ailleurs. Le duc était là avant eux, ce à quoi elle ne s'attendait pas. Et il fit la seule chose dont elle ne l'aurait pas cru capable. Il traversa la pièce devant tout le monde et offrit son bras à sa tante. Puis il dit d'une voix assez plate et posée. « Lady Trencham, puis-je vous présenter Mademoiselle Lanbridge, qui a la charge de la fille de mon frère. » La fille de mon frère. 4 mots posés comme un pavé. « Charmée, dit Lady Trencham, qui avait 70 ans et n'avait peur de personne. « Mademoiselle Lanbridge, on me dit que vous avez ramené cet enfant de Sicile toute seule. Vous vous assiérez à côté de moi au souper, et vous me raconterez comment. Et je serai très impoli avec quiconque nous interrompra. » Pendant 1 heure, ce fut presque agréable. Puis à 10 heures, dans la salle à manger, Madame Aurelia Bracewell entra au bras du juge Roussel de la cour de la Chancellerie. Et la soirée bascula. Elle était belle. Elle était, en fait, plus belle que n'importe qui d'autre dans la pièce, en lilas gris et avec de belles perles. Georgiana la regarda arriver et comprit, comme on comprend la météo, que cela allait se passer ici, devant 30 personnes, avec les glaces fondant. Mademoiselle Lanbridge, une main sur le dos de sa chaise, un sourire qui englobait toute la pièce. Comme vous êtes belle, et comme vous êtes courageuse de sortir. Bonsoir, madame. J'ai dit partout que vous n'êtes pas à blâmer. Partout. J'ai dit qu'une jeune femme seule dans un pays étranger fait ce qu'elle doit. La voix de madame Bracewell était parfaitement juste. Pas forte, simplement claire. De la manière qui fait qu'une pièce arrête de marcher. Mais nous sommes entre amis ici. Et il y a une question qui se pose derrière chaque éventail à Londres. Et je préférerais de loin qu'elle soit posée gentiment par moi, plutôt que méchamment par quelqu'un d'autre. Alors posez-la, dit Georgiana. Vous avez vécu 5 mois sous le toit de sa grâce. La pose était magnifiquement jugée. En quelle qualité? La cuillère de quelqu'un toucha un verre. Le juge Roussel, qui était venu pour une assiette de poulet et se retrouvait au milieu de son propre dossier, resta complètement immobile. Georgiana se leva. Elle ne se pressa pas. Elle sortit le papier plié de son gant, où il se trouvait depuis 8 heures ce soir-là. Une femme entrant dans une pièce comme celle-là avait dit « Lady Temperance dans la voiture devrait porter ses armes à portée de main. En cette qualité, madame. » Elle dit « Il est daté du 9 février. Je l'ai écrit moi-même, et sa grâce l'a signé dans le bureau du domaine à Eagle Ridge, avant d'avoir pris son petit déjeuner. Gouvernante et compagne de Lady Colette Stanbury. 30 livres par an, payés trimestriellement. 1 mois de préavis de part et d'autre. Mes propres heures après 7 heures du soir pour mon propre travail, qui est la traduction, et pour lequel je suis payé 30 shillings la feuille par un libraire de Paternoster Row, qui connaissait mon père. Elle le tendit, bien droit. Juge Roussel, je crois que vous devez entendre cette cause mercredi. Vous êtes le bienvenu pour le lire maintenant, ainsi que toute autre personne dans cette pièce. Personne ne bougea pour le prendre. C'est ce qui arrive. Elle s'y attendait. Ma chère, dit Madame Bracewell doucement, un papier ne prouve que ce qu'un papier dit. Oui, dit Georgiana. C'est là toute la difficulté depuis le début. Et puis le duc d'Ambermere posa son verre sur la table avec un petit son sec. Toutes les têtes dans la salle à manger se tournèrent, car il n'avait pas dit un mot en public à Londres depuis 3 ans. Puisque la question est posée en société, dit-il, je répondrai au reste en société. Et ensuite nous pourrons tous retourner aux glaces. Votre grâce, commença Madame Bracewell. En février, mes avocats m'ont dit que le moyen le plus court de faire échouer votre mémoire, madame, était d'épouser mademoiselle Lanbridge avant l'audience. Ils l'ont mis dans 3 lettres. Ma propre tante me l'a suggéré à ma propre table. Mon majordome, qui est dans ma famille depuis 40 ans et ne m'a jamais donné un mauvais conseil, me l'a suggéré le 12 février à 10 heures du soir. Il ne regardait personne. Il regardait le lointain,
par-dessus les têtes de la salle, de la manière d'un homme qui a appris à dire des choses difficiles à un horizon. Et je lui ai dit que je préférerais être ruiné que de l'épouser. La pièce produisit un son. Georgiana sentit le sang quitter son visage et ne bougea pas un muscle. « Vous pouvez le raconter où vous voulez. Un bon nombre d'entre vous le feront, » continua le duc. « Mais vous raconterez toute l'histoire, car je vais vous la donner tout entière maintenant. Et alors vous n'aurez aucune excuse. Cette jeune femme a transporté l'enfant de mon frère pendant 9 semaines à travers un continent. Sans argent, sans protection et sans promesse de qui que ce soit en Angleterre qu'elle en serait remerciée. Elle aurait pu la laisser à n'importe quel consulat entre Palerme et Lisbonne et rentrer chez elle. Elle ne l'a pas fait. Quand elle est arrivée, mon propre homme d'affaires lui a offert 2 guinées et la malle-poste de l'élo. Il s'arrêta un moment. Personne ne l'aida. Une femme fait une chose pareille pour rien. Et la réponse du monde est de lui tendre une alliance pour faire taire les avocats. La ruine me coûte une maison et quelques terres. Et j'ai déjà été ruiné une fois, et j'ai trouvé cela surmontable. Mais je n'achèterai pas une épouse avec la fille de mon frère. Et je ne veux pas qu'il soit dit dans aucune pièce d'Angleterre qu'elle a été mariée pour répondre à un mémoire. Il reprit son verre. C'est ce que j'ai dit à mon majordome. C'étaient les termes. Mademoiselle Landbridge m'a depuis refusé pour son propre compte en mai, assez longuement. Et elle avait raison. Et c'est le seul argument que j'ai jamais perdu avec qui que ce soit dont je me sois réjoui par la suite. Le juge Roussel toussa dans son poulet. « Eh bien, » dit Lady Trencham dans un silence à couper au couteau. « Je ne sais pas quand j'ai autant apprécié un souper. Madame Bracewell, vous ne mangez pas. » Georgiana trouva le petit salon d'écriture près du palier à minuit. Madame Bracewell s'y trouvait, debout près de la fenêtre, son éventail fermé dans ses 2 mains. Elle n'avait pas pleuré. Elle était trop bien faite pour ça. Elle ressemblait simplement à une femme qui a porté quelque chose de lourd pendant 12 ans, et à qui on vient de dire qu'elle peut le poser, et qui découvre que ses bras ne veulent pas s'ouvrir. « Je suppose que vous êtes venue pour être généreuse, » dit-elle. « Non, madame. Je suis venue pour l'air. C'est la première chose honnête que quelqu'un m'ait dite ce soir. » Madame Bracewell regarda la place. « Savez-vous ce que je ferai demain? J'écrirai 2 lignes à mon avocat et j'arrêterai tout. Car après cette performance, mon mémoire ne vaut plus le papier sur lequel il est écrit. Et je sais quand une chose est terminée. Je l'ai déjà su. J'en suis désolé. Ne soyez pas désolé. Soyez prudente. » L'éventail s'ouvrit et se ferma. Je pensais chaque mot que je vous ai dit en février. Dans cette pièce défraîchie, avec le thé qui refroidissait entre nous. Je sais ce dont une fillette de 6 ans a besoin. J'ai enterré 2 garçons qui en avaient besoin. Et on m'a montré la porte d'une maison après l'autre, très civilement, pendant 12 ans. Et j'ai pensé, quand j'ai entendu qu'il y avait un enfant dans l'affaire, j'ai pensé, voilà une raison pour que quelqu'un me garde. Madame, vous serez duchesse avant la Saint-Michel, et vous serez gentille avec moi en public, et je l'accepterai, car une femme dans ma position accepte les choses. Elle mit son gant, mais je ne viendrai pas à la maison. J'espère que vous n'insisterez pas. Il y a une différence entre être pardonné et être entretenu. Et j'ai eu assez de la première pour toute ma vie. Elle sortit. Georgiana lui écrivit 2 fois cet automne-là. Les réponses tenaient en 4 lignes, parfaitement civiles, et ne concluaient rien du tout. Le soir du 25, elle se rendit dans la cité avec le clerc de M. Bramstone pour voir Robert Wilkin. C'était un homme mince et grisonnant de 58 ans, avec de l'encre sur son 2e doigt. Il avait peur, et il avait préparé un petit discours sur la fragilité de la mémoire, qu'il commença avant qu'elle ne se soit assise. « Monsieur Wilkin, dit Georgiana avant que vous ne le disiez, puis-je vous décrire à quoi ressemblait la cour de la Via Alloro ?» Il s'arrêta. Il y avait un citronnier en pot, près de la porte latérale, dit-elle, et le pavage était de cette pierre grise avec les coquillages dedans. La chapelle est à gauche en entrant depuis le port. Le prêtre s'appelait Don Ignazio, et il était sourd de l'oreille droite, si bien que tous ceux qui lui parlaient se tenaient à sa gauche. Et les Anglais ne s'en souvenaient jamais, et il fallait les faire pivoter par le coude. La bouche de Wilkins s'entr'ouvrit légèrement. « Il y avait un marchand qui a signé au-dessus de vous, » continua Georgiana. « Revere de la Via Alloro. Un grand homme dans un manteau vert qui n'arrêtait pas de dire que les Anglais étaient fous de se marier pendant le carême. »« Avril, » dit Wilkin. « C'était après le carême. Il l'a dit quand même. Il l'a dit 2 fois. Oui. Il a donné son bras à la dame pour sortir dans la rue, parce que le marié était parti voir pour la voiture. Et il n'y avait pas de voiture.
et ils ont marché. Ils ne la regardaient plus du tout maintenant. Ils regardaient l'année 1806. Elle avait un chapeau de paille avec un ruban vert. C'était trop simple pour un mariage, et elle s'en fichait éperdument. Il l'a appelée Mathilda tout le temps, pas madame. Et je me souviens avoir pensé que c'était une façon très cavalière de se comporter. Et puis j'ai pensé, non, ils sont mariés maintenant. Il peut. Georgiana laissa le silence s'installer. 11 minutes, dit Wilkin enfin, doucement. Je l'ai noté dans mon journal en rentrant. 11 minutes, 2 témoins, pas de cloche. Je peux voir la page. Il enleva ses lunettes et les frotta avec son mouchoir pendant un temps assez long. Je n'aurai pas besoin de mon petit discours, madame. Les bureaux du juge, le 26 juin, étaient plus petits qu'elle ne l'avait imaginé, plus chauds, et sentaient la poussière et la cire à cacheter. Le mémoire de Madame Bracewell avait été retiré à 9 heures ce matin-là, en 2 lignes, sans explication, exactement comme elle l'avait promis. Cela changea moins de choses que tout le monde l'espérait. Le tribunal avait l'enfant, et le tribunal ne la laisserait pas partir tant qu'il ne serait pas satisfait de son identité. Cela prit 3 heures. Wilkin jura et fut interrogé pendant 40 minutes par un avocat qui avait été payé pour le briser et ne trouva aucune prise. Puis la copie de l'extrait monta sur le banc. Le juge Roussel la tint de côté vers la fenêtre, demandant 2 fois au clerc si la marque au pli était un pli ou une correction. Le passeport fut produit. Georgiana fut interrogée pendant 19 minutes et répondit à chaque question d'une voix plate et claire, y compris celle sur la qualité en laquelle elle avait résidé à Eagle Ridge. Question que l'avocat lui posa 2 fois et n'apprécia aucune des 2 fois. Le juge Roussel donna son avis à 2 heures, la fenêtre ouverte derrière lui, et le bruit de Chancery Lane montant. Le mariage fut jugé suffisamment prouvé aux fins de la pétition. L'enfant était la fille légitime du défunt Lord Alburn Stanbury. Elle serait décrite dans l'ordonnance comme Lady Colette Stanbury. Sa grâce, le duc d'Ambermere, fut nommé tuteur de sa personne. Et la cour, dit sèchement le juge Roussel, ne voyait aucune raison de perturber un arrangement qui avait manifestement si bien fonctionné, et ordonna que l'enfant reste sous la garde immédiate de mademoiselle Georgiana Landbridge. Des biens à Marseille, il y avait finalement très peu. La guerre en avait mangé la plus grande partie. Les avocats de 2 pays avaient mangé une bonne partie de ce que la guerre avait laissé. Ce qui revint à l'enfant à la fin fut 38 livres par an, et une maison dans une rue qui n'existait plus. « Bien, dit le duc dans le couloir, en mettant son chapeau. « Bien, votre grâce. Personne ne pourra jamais dire que ça valait la peine, dit-il. Venez, elle sera à la fenêtre. » Ils rentrèrent dans le Shropshire la première semaine de juillet. La campagne était à son apogée. Le foin était coupé dans la prairie que le déversoir avait inondé. L'avenue de Tilleul était en fleurs, et toute la façade de la maison en embaumait pendant 15 jours, si bien que même Tarrant le remarqua. Colette apprit à nager dans l'étang du moulin, mal et avec une énorme confiance. Le 14 juillet au soir, le duc lui demanda de descendre avec lui jusqu'à l'eau. Ils sautèrent sur la nouvelle maçonnerie du déversoir. La lumière devenait longue et jaune à travers le champ. Elle avait la lettre d'Édimbourg dans sa poche. Elle l'avait portée pendant 3 semaines et y avait répondu ce matin-là. Et elle n'avait dit à personne ce qu'elle avait écrit. « J'ai quelque chose à vous dire, dit-elle, avant que vous ne disiez ce que vous m'avez amené ici pour dire. Alors dites-le. Le docteur Halbrook d'Édimbourg m'a offert 2 ans certains à 120 livres, avec logement et mon nom sur la page de titre de 3 volumes. Elle regarda l'eau couler. Vous devez savoir que je pourrais partir. Je ne suis pas une femme qui n'a nulle part où aller. Cela n'est plus vrai pour moi depuis le 9 février. Et cela a été rendu vrai par un homme qui a signé un papier avant son petit déjeuner sans demander l'avis de personne. Je le sais, dit Wallace. Je le sais depuis mai, quand vous m'avez refusé. C'est pourquoi j'ai attendu 7 semaines. Et puis le duc d'Ambermere, qui avait été ruiné une fois, qui avait reconstruit un déversoir de ses propres mains et enterré un frère auquel il n'avait jamais répondu, s'agenouilla sur une pierre mouillée dans son bel habit. « Georgiana, dit-il, c'était la première fois. Elle sentit cela la traverser comme de l'eau froide. J'ai répété ça pendant 1 mois avec une enfant de 6 ans. Elle a été sans pitié, et je vais quand même le faire du nez. » Il prit une inspiration. « Voulez-vous m'épouser? » Pas pour l'enfant, pas pour le tribunal. Pour moi. L'accent était affreux. Le verbe était faux dans la 2e phrase. Quelque part derrière eux, à une fenêtre de la nursery,
Elle ne se retourna pas pour regarder. Une petite personne était presque certainement debout sur une chaise. « Dites la dernière partie encore, » dit Georgiana. « Épousez-moi. » Elle s'agenouilla sur la pierre devant lui. Ce qu'aucune femme du Shropshire n'avait jamais fait dans une belle robe. Et elle prit son visage entre ses deux mains. « Oui, » dit-elle en anglais, pour qu'il n'y ait aucune discussion sur la grammaire. « Oui. » Elle lui raconta plus tard, en remontant le chant dans le noir, ce qu'elle avait écrit à Édimbourg ce matin-là, qu'elle ferait les 3 volumes, et qu'elle les ferait depuis le Shropshire, et que le docteur Halbrook pourrait l'avoir à 80 livres par an, et son nom sur la page. Où il pourrait trouver un homme dans la nouvelle ville qui saurait lire le latin normand aussi bien qu'elle. Et elle lui souhaitait bien du plaisir dans sa recherche. Le docteur Halbrook, qui n'était pas un imbécile, répondit par retour de courrier et accepta tout. Et dans le champ, avant qu'il n'arrive en vue de la maison, elle lui dit l'autre chose. Le 12 février, je suis descendu pour le lait de l'enfant à 10 heures du soir, dit-elle. La porte de votre bureau était entr'ouverte de la largeur d'une main. J'ai entendu exactement 9 de vos mots. Et puis je suis remonté. Il s'arrêta de marcher. 5 mois, dit-il. 5 mois. Et vous êtes resté? Je suis resté pour elle, dit Georgiana. Je vous épouse pour vous. J'aimerais que les 2 choses soient gardées dans le bon ordre pour le reste de nos vies, s'il vous plaît. Il ne dit rien à cela, ce que, à ce moment-là, elle pouvait lire aussi facilement que le français. Ils se marièrent à Wotton en septembre, très discrètement, avec 14 personnes, et Tarrant pleurant ouvertement à l'arrière, d'une manière que personne ne fut assez mal élevé pour mentionner. 1 an plus tard, par une chaude matinée de juin, les portes du hall de pierre d'Eagle Ridge étaient ouvertes aux 2 extrémités, côté cour et côté cuisine. L'air traversait la maison. Tout l'endroit sentait la fleur de tilleul et l'herbe coupée. Georgiana entra du soleil avec un paquet d'Édimbourg sous le bras. Elle s'arrêta au milieu du hall, comme elle le faisait encore la plupart des jours. Elle s'était tenue sur cette même dalle, son chapeau sur la tête et de la boue jusqu'aux genoux de son jupon. On lui disait qu'une voiture était commandée pour 9 heures. Le banc était toujours près de l'âtre. Il y avait maintenant 2 poupées dessus, une ardoise et une pomme à moitié mangée, pour laquelle quelqu'un allait se faire réprimander. À l'étage, dans l'ancienne nursery, le calendrier au crayon était toujours sur le mur. Personne ne l'avait jamais effacé. Colette avait 7 ans et lisait l'anglais mieux qu'elle ne le parlait. Et son français revenait d'un coup, quand elle était fatiguée ou ravie. Elle était à ce moment-là dans les escaliers, criant après son oncle en 2 langues, car on lui avait promis le moulin, et la matinée se perdait. Wallace arriva du bureau du domaine, l'enfant grimpant déjà sur lui. De l'Écosse. Le premier volume. Georgiana coupa la ficelle. La reliure était bleue et le papier était de meilleure qualité qu'elle ne l'avait espéré. Et sur la page de titre, sous le long titre latin, il était écrit « Traduit de l'italien et du latin par Georgiana Stanbury, duchesse d'Amberire ». Elle le regarda un moment, puis elle le tendit à son mari et alla chercher son chapeau. Car une promesse concernant un étang de moulin est une promesse. La boîte en fer blanc vivait maintenant dans la bibliothèque, sur l'étagère où la lumière entrait. 4 lettres d'un homme qui en a écrit 5, si l'on compte celles que sa femme a dictées. Chaque année, le 11 avril, quelqu'un lisait la 5e à voix haute, en français puis en anglais. Et personne dans cette maison ne parvenait jamais à la lire sans pleurer. Ne la donnez pas à quelqu'un qui la gardera par devoir. Donnez-la à quelqu'un qui la regarde. Il la regardait. Il l'avait regardée tout le long de sa traversée du hall, depuis le moment où elle était entrée du soleil. Merci d'avoir écouté cette histoire jusqu'au bout. Dites-nous depuis quelle ville vous nous regardez et ce que l'histoire vous a fait ressentir. N'oubliez pas de vous abonner pour ne pas manquer les nouvelles histoires.